Et bonjour tout le monde, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2025 qui sera, je l'espère, remplie de plein de bonnes choses. Et c'est pour cette raison que cette année, contrairement à l'année précédente où j'avais commencé par les flops 10, cette année on va commencer par le top 10, histoire de démarrer l'année sur une note positive. Non, il n'y a absolument aucune superstition là-dedans. Tout d'abord, sachez que la vidéo va être décomposée en plusieurs parties, donc si jamais vous voulez passer à une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, vous avez le timecode qui est juste en dessous, comme pour les sessions de l'actu des mouches. Et donc avant d'attaquer mon top 10 des films de cette année 2024, nous allons d'abord parler des films qui potentiellement auraient pu être dans mon top 10, ainsi que les films que je défends personnellement. J'ai dit, une vidéo entièrement positive pour démarrer l'année. Donc après un premier montage qui était beaucoup trop long, j'ai retourné la partie des films que je défends et des films qui auraient pu être dans mon top 10 parce que il y avait 15 minutes à enlever sans problème. Donc pour revenir rapidement sur les films qui auraient pu être dans mon top 10, je vais les citer en vrac comme ça. On va avoir le film Flow, donc film d'animation qui était très réussi. Jury numéro 2, le dernier film et sans doute le dernier de Clint Eastwood, excellent également. L'amour ouf, très bon film français avec de très bonnes idées d'un point de vue réalisation. Le robot sauvage, deuxième film d'animation qui était également très très cool. Emilia Pérez, qui est restée très longtemps dans mon top 10 cette année, une comédie musicale qui, je trouve, est plutôt bien amenée. Il y a de très bonnes idées dans ce film. On va avoir également le film Blink Twice. Alors lui, conclusion très 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 satisfaisante et l'ensemble du film de manière générale est très bon, ainsi que les acteurs qui le sont également. Tunnel to Summer, un film d'animation japonais qui, je pense, n'a pas trop fait parler de lui, alors qu'il y a de très bonnes idées dans le scénario. Le deuxième acte, le dernier film de Quentin Dupieux, je me suis régalé devant, c'est très savoureux au niveau des dialogues, au niveau de ce qui nous est proposé, mieux que Dali qui était sorti plus tôt dans l'année. On va avoir également le film La Roy, très bonne, on va dire, comédie policière noire, franchement, c'était excellent, très bon hommage au cinéma des frères Cohen. On va avoir également les trois derniers films qui restent, pardon, ça va être Le Royaume des Abysses, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc je vous remettrai le lien juste au-dessus. Et les films Moi Capitaine, que j'ai vu en début d'année, qui était excellent, et Black Flies, également vu en début d'année. Très difficile à regarder celui-ci. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dans ce film. Je pense clairement que ça plaira pas du tout à tout le monde. Ensuite, on va commencer à parler de choses qui fâchent un petit peu avec les films que je défends personnellement. Je le rappelle encore une fois et je le redirai également avant de démarrer le top 10, c'est un choix entièrement subjectif, donc n'allez pas vous offusquer si je défends tel ou tel film. Mais par contre, on peut en débattre si vous voulez. Ce sont des films que je trouve pas forcément bons de manière générale. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. C'est juste qu'il y en a, je comprends pas pourquoi ils se sont pris une tollée comme ça. Donc je vous les cite en vrac. Joker 2, que je ne comprends pas pourquoi on a détruit par rapport à son côté comédie musicale, entre autres. Je rentre pas dans le détail comme je vous le disais, hein, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous le souhaitez, comme ça on pourra débattre dessus. Je défends également Beetlejuice, la suite du premier Beetlejuice qui, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fonctionné en salle. Je défends également Borderlands qui n'est pas terrible effectivement, mais qui ne mérite pas la haine qu'on lui déverse dessus. Je trouve que c'est un bon divertissement. Je défends également le film Horizon qui a bidé totalement en salle, qui n'a visiblement intéressé personne. Il est certes un petit peu long, mais ça reste un western plutôt bon, je trouve. D'autant plus qu'il a été financé directement de la poche de Kevin Costner. Je défends pardon, également le film, c'est compliqué, hein. Je défends également le film Furiosa, qui lui a totalement bidé au box-office également. Les critiques, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon. Moi personnellement, j'ai passé un bon moment devant. Kung Fu Panda 4 également, qui, même si le 3, la conclusion du 3, je l'avais déjà dit, je trouve que ça suffisait largement de s'arrêter là. Mais bon, le 4 a réussi à se renouveler un petit peu, même s'il y a 2-3 trucs scénaristiques qui sont bof bof. Et je défends également Twisters, sur lequel j'avais plutôt craché, mais j'ai passé un très bon divertissement devant. Franchement, je me suis amusé, même si, oui, c'est pas très réaliste. Voilà, hop, 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 je te coupe ça au montage, et maintenant on va pouvoir passer au top 10 que vous attendez tous. Je le rappelle encore une fois, au cas où, il s'agit d'un top qui est entièrement personnel, c'est purement subjectif, donc vous ne serez peut-être pas d'accord avec mes choix, peut-être même que certains d'entre vous mettront, je n'en doute pas trop pour certains films, enfin au moins un, peut-être que certains films que j'ai mis en top seraient dans vos flops de cette année, mais n'hésitez pas à me faire la remarque en commentaire et puis on en discute tranquillement. L'année dernière, j'avais donné le nombre d'entrées qu'avait fait chaque film, je ne le ferai pas cette année, c'était surtout pour parler d'un film en particulier qui avait été un coup de cœur. Cette année, j'aurais pu le faire également parce que mon petit coup de cœur, il me semble qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées et c'est bien dommage, mais voilà, sachez que cette année, vous aurez juste les films et c'est tout.
Nous commençons donc avec le numéro 10. C'est le numéro 10, oui, le Argyle. Et là, pareil, je sens que dès le numéro 10, il y en a plus de la moitié qui vont quitter la vidéo en disant que c'est tout simplement scandaleux de le mettre dans un top 10. Mais c'est un film que je défends et que je défendrai. C'est un film qui s'est cassé la gueule au box-office et qui, en plus de ça, s'est fait, bon, à moitié détruire, hein, peut-être même plus qu'à moitié, j'ai envie de dire, par la critique et par les spectateurs. Mais personnellement, j'ai passé un super moment devant. Alors, certes, les effets spéciaux, il y a des moments, c'est dégueulasse. Autant il y a des moments, c'est plutôt bien fait, mais il y a des moments, c'est vraiment immonde, il faut dire ce qui est. Mais pour le reste, j'ai trouvé que ça se renouvelait tout le temps. Il y a beaucoup de scènes d'action dans le film. Elles sont toutes hyper bien pensées, hyper bien chorégraphiées. Il y a plein d'idées originales. De toute façon, c'est un film dont j'ai déjà parlé, donc je ne sais même pas pourquoi j'en parle encore maintenant. Je vous mets un petit lien vers la vidéo sur laquelle je fais la critique. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Bon, du coup, histoire que ça dure vraiment pas 3 heures, je vais quand même regarder sur quel film j'ai déjà fait une vidéo critique. Nous passons maintenant au numéro 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Le Comte de Monte Cristo. Excellent film français qui n'a pas volé sa réputation. Personnellement, j'ai passé un excellent moment devant. C'est un film qui dure 3 heures, ou en tout cas 2 heures et demie, mais il me semble que c'est plus proche des 3 heures que des 2 heures et demie. On voit pas le temps passer. J'ai pas lu les bouquins. Par contre, je me les suis procurés après avoir vu le film parce que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment cool. Alors, ce qui est dommage, petit spoiler pour celles et ceux qui connaîtraient l'histoire, la fin du film est différente de celle du livre. J'en dis pas plus, mais voilà, donc peut-être qu'il y aura des déçus. Mais au niveau de la construction des personnages, c'est bien fait. Le film dure 3 heures, donc on a quand même le temps de poser le décor sans pour autant que ce soit trop long à démarrer, justement. Et je trouve que chaque personnage a quand même son importance. Enfin, ils sont plutôt bien exploités, à part peut-être un ou deux, mais bon, j'ai envie de dire, sur un film qui va tourner autour d'une dizaine de personnages, c'est pas si grave que ça. Peut-être que j'aurais aimé un petit peu plus de scènes d'action, mais le peu qu'il y a, elles sont quand même vachement bien faites. Après, au niveau des décors, au niveau des musiques, au niveau de... Visuellement, en fait, tout ce qui touche en fait à l'ambiance sonore et visuelle, c'est vachement réussi, on s'y croit vraiment. Les décors sont sublimes par moments. Donc ouais, non, non, vraiment un super film. En plus, là, il a l'air de cartonner à l'étranger, donc... pourquoi pas viser une nomination aux Oscars comme le meilleur film étranger. Dans tous les cas, même si vous êtes réticent à un film qui dure 3 heures, ben je ne peux que vous le recommander parce que, comme je vous le disais, on ne voit vraiment pas le temps passer. Et j'oublie également d'en parler, mais Pierre Ninet, franchement, je l'attendais pas du tout dans un film comme ça. Il fait super bien le taf, il joue super bien. Mais de manière générale, tous les acteurs sont bons de toute façon. Allez, numéro 8. C'est le 8, c'est le 8, c'est le 8, c'est le 8. Transformers One. Enfin, le titre français, c'est Transformers le commencement. Et ben j'ai envie de dire... Waouh, franchement, waouh, j'attendais pas grand chose de ce film. Alors, j'ai re-regardé ce que j'avais dit à l'époque parce que dans mes souvenirs, j'avais été assez méchant avec la bande-annonce. Finalement, pas tant que ça. J'avais dit que potentiellement ça pouvait être un film sympathique, mais avec un humour beaucoup plus axé pour les enfants. Et en fait, au fil des semaines, plus ça passait et plus et j'étais pas encore allé le voir justement et plus je me disais non c'est pas possible, enfin c'est vraiment ils ont mis tout l'humour gamin dans la bande annonce, ça va être ultra lourd comme film. Et en fait, pas du tout. La plupart des gags, on les voit justement dans la bande-annonce. Et là, encore une fois, grosse erreur de communication. Je sais plus sur quel film j'en parlais tout à l'heure, mais grosse erreur de communication autour de ce film, justement, parce qu'ils ont vraiment misé sur l'humour. Alors que non, c'est un film qui se veut vachement sérieux et qui est hyper agréable à suivre. Et quand je dis vachement sérieux, c'est vraiment sur plein de points. Il y a plein d'aspects qui sont traités à droite à gauche, qui sont pas vraiment pour les enfants, justement. Et la fin, mais j'ai envie de dire, la fin, c'est une masterclass absolue. Il n'y a pas beaucoup de films de séquences de films qui m'ont marqué cette année. La fin, je vous mettrai un petit extrait rapidement, mais bon, spoiler, attention, quand on voit la transformation justement, quand Optimus Prime devient Optimus Prime, désolé, j'ai oublié son nom dans le film avant qu'il devienne Optimus Prime, quand toute cette séquence-là où le méchant devient Megatron justement et le gentil Optimus Prime, mais j'avais les poils, j'étais devant l'écran, j'étais là, oh putain, mais attends, mais j'ai les poils devant un Transformers, quoi. Par contre, ça, je l'avais déjà annoncé au moment où la bande-annonce est sortie, mais visuellement, c'est un petit peu irréprochable, j'ai envie de dire, c'est super beau, les effets visuels claquent, ça pète de partout, il y a des couleurs, enfin, franchement, c'est très 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 beau comme film, et comme je vous le disais, l'histoire nous tient en haleine du début à la fin, mais même pour les gens qui aiment pas Transformers, je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan, enfin, je suis pas plus que ça un fan de la licence, quoi. Mais là, j'étais devant le film, j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc franchement, excellent film que je vous recommande fortement. Et vous pouvez même regarder ça en famille, avec les petits, avec les grands, enfin, aucun problème, ça passe pour tout le monde. L'année dernière, même s'il n'était pas premier, mon chouchou était le film Tropique, et cette année, mon chouchou, c'est le numéro 7.
7. Ouais, le 7, le 7, oui, le 7, ça va, le 7. Ouais, Vampire le 7, humaniste ça va, cherche le 7, suicidaire le 7. consentant. Il s'agit ici d'une comédie noire. Alors comédie noire, comédie dramatique, c'est un film donc québécois qui personnellement m'a beaucoup touché. J'ai vraiment beaucoup apprécié J'en attendais déjà un petit peu de ce film, mais j'ai vraiment énormément apprécié. Alors le film est assez sombre. Honnêtement, je pense qu'on peut compter sur les doigts de la main combien de plans se passent la journée. Après, ça parle de vampires, donc j'ai envie de dire c'est pas complètement illogique. On va suivre l'histoire d'une jeune vampire qui justement, bah, comme elle est humaniste, elle a pas envie de tuer des gens. Donc en fait, elle est un petit peu dépendante de son entourage qui lui fournit justement des poches de sang. Et du jour au lendemain, ils vont lui dire stop, ça suffit. Maintenant, tu vas te débrouiller toute seule. Et donc, elle va devoir chercher et traquer sa première proie. Mais tout cela ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Et donc, c'est un film assez touchant. Il y a des relations qui se construisent entre certains personnages, bah, notamment les deux personnages principaux, qui est vraiment hyper mignonne, hyper agréable à suivre. Même si, comme je vous le disais, c'est de l'humour noir, donc c'est pas forcément tout le temps joyeux. Il y a quelques séquences, enfin, il y a une séquence notamment également dans ce film qui m'a marqué. C'est, je spoil, hein, mais bon, c'est pas vraiment un spoil. C'est un passage où ils écoutent tous les deux un vinyle. C'est pas du tout le style de musique que j'écoute à ce moment-là du film, mais j'étais devant la scène, ça aurait pu durer 10 minutes de plus. J'aurais été avec les yeux grands ouverts comme je l'ai été face à cette scène. C'était beau visuellement, c'était beau dans ce que nous proposait cette séquence. De manière générale, c'est un beau film. Et malheureusement, c'est le genre de film auquel on peut pas faire de suite. C'est un film qui se suffit à lui-même. Alors même si la fin pourrait laisser supposer une éventuelle suite, enfin pareil, la conclusion, j'en ai parlé tout à l'heure sur quelques films, la conclusion elle est assez satisfaisante, même si prévisible en soi, mais non, non, franchement, un très bon film qui n'a malheureusement pas eu beaucoup de succès en salle, j'ai l'impression. N'hésitez pas à vous le procurer, il est sorti tout récemment en DVD Blu-ray, peut-être, je sais plus, mais moi je me le suis procuré, vraiment excellent. Passons maintenant au numéro 6. Numéro 6, numéro Le 6. cercle des neiges. Pour celui-ci, ça va être assez rapide également parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous remettrai un lien juste ici pour y jeter un œil si vous le souhaitez. Bon, rapidement, pour refaire un petit bilan dessus, c'est vraiment un excellent film. Bon, déjà, il est dans mon top 6, donc je le considère comme un excellent film, bien évidemment. C'est disponible sur Netflix uniquement, je crois, je suis pas sûr. Pour moi, c'était mon gros favori pour le meilleur film étranger cette année aux Oscars. C'est La Zone d'intérêt qui l'a emporté, mais bon, bref, passons. Un film qui se veut très réaliste par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, apparemment, des témoignages que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est très fidèle à la réalité, pardon. Pas facile à regarder du tout, donc attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais personnellement, j'ai pas décroché une seule seconde. Et il y a des moments, t'en as presque des sueurs froides quand tu vois toute l'horreur qui se passe dans le film. Et juste pour conclure sur ce film, je le rappelle encore une fois, mais l'horreur qui est présente dans le film, c'est plus suggéré qu'autre chose. Il y a vraiment très peu de plans, ou en tout cas, c'est des tout petits bouts d'images où on nous montre vraiment une horreur visuelle. Et nous arrivons maintenant au top 5. C'est le 5. The Fall Guy. Alors là, c'est un petit peu comme Argyle, j'ai bien dit un petit peu dans le sens où il n'a pas eu le succès qu'il méritait au box-office. Par contre, lui, j'ai pas l'impression qu'il soit pour autant fait démonter par la presse et par les spectateurs. Mais encore une fois, et encore plus pour un film comme celui-ci qui est complètement centré sur le métier de cascadeur, je ne comprends pas ce qu'il faut de plus au public pour aller voir ce genre de film. C'est un film d'action qui pète dans tous les sens, les cascades sont super bien faites, et en plus de ça, le fait que le mec soit un cascadeur, je trouve pas qu'il y ait une notion de surréalisme total, parce que c'est son métier. Du coup, selon moi, on se retrouve avec des scènes qui sont quand même assez crédibles et qui pourraient très bien se faire dans le monde réel. Et je trouve que l'ensemble qui nous est proposé, bah, ça se marie plutôt bien, parce que c'est pas un simple film d'action à la con. À la fois, il y a une enquête policière, c'est pas vraiment le terme, parce que c'est une enquête tout court, pas menée par des policiers, mais par le cascadeur, donc ça, c'est pas forcément réaliste en soi, effectivement, mais t'as également toute une histoire d'amour qui est plutôt bien amenée, que je trouve plutôt crédible, honnêtement, Ryan Gosling et Emily Blunt, je les trouve hyper mignons tous les deux, et il y a même des situations assez comiques par moment, à la fois dans leur romance, mais pas que justement. Et je trouve justement que le film rend un bel hommage à pas mal de choses, comme par exemple la série de laquelle il est adapté, qui a été diffusée dans les années 80, L'homme qui tombe à pic, mais également, j'ai envie de dire, il a rien à envier aux histoires de romance qu'on peut avoir dans d'autres films du même genre. Et comme pour les films précédents, même si je l'ai pas précisé sur tous, je trouve que les acteurs sont vraiment bons de manière générale. Donc pareil, The Fall Guy, ça n'a pas eu de succès en salle, mais j'espère que vous vous rattraperez avec le DVD et le Blu-ray, d'autant plus que j'ai acheté la version Blu-ray il y a pas si longtemps que ça. Il y a une version longue qui ajoute, je crois, entre 10 et 20 minutes, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il peut y avoir dedans. On se rapproche donc doucement mais sûrement du top 3, mais d'abord, numéro 4. 4, 4, 4, 4, 4.
La planète des singes, le nouveau royaume. Alors je viens de me rendre compte que je vous ai pas forcément donné les pchites sur tous les films que je vous ai précédemment cités, donc j'en suis désolé. Pour celui-ci, ça se passe plusieurs décennies après le règne de César que l'on a pu voir justement dans la trilogie précédente. Et donc la race humaine qui n'est pas en très grande forme, il faut le dire, hein, les humains sont un petit peu revenus à l'état sauvage, ils peuvent plus vraiment s'exprimer, ils se contentent de fuir un petit peu comme si c'était eux les animaux justement. Les singes ont pris pleine possession visiblement de la planète, mais ils sont en train de se faire la guerre un petit peu comme nous on peut le faire entre nous. Et donc, il y a un clan qui va se faire attaquer. On va vouloir partir à la recherche du chef du clan qui les a attaqués. Et ils vont tomber sur une humaine sur leur route qui va s'avérer être un petit peu différente des autres. Et honnêtement, comme pour Transformers, même si je préfère quand même la dernière trilogie, La planète des singes, par rapport au film Transformers, j'en suis pas un très grand fan. J'ai beaucoup aimé le premier film de la nouvelle trilogie, celui qui est avec James Franco. Les autres sont sympathiques. Enfin, sympathiques un peu plus quand même, c'est quand même des bons films globalement, mais celui-ci, bah, j'avais pas d'attente particulière, je voyais pas trop comment ça pouvait se renouveler, et bah j'ai adoré. Déjà les effets visuels sont absolument magnifiques, franchement les singes ils sont super bien modélisés, mais au-delà de ça, l'aventure qui nous est proposée, je saurais pas trop la décrire honnêtement, mais il se passe plein de choses, il va y avoir des révélations, ça va aller dans un sens, après il va y avoir un revirement de situation, puis un autre revirement de situation, jusqu'à, on va dire, un twist final moi personnellement, j'avais vu un petit peu venir et j'aurais pas cru, mais du coup, l'histoire est vachement prenante et même les passages justement où ça s'arrête dans le sens ils restent à un certain endroit pendant un certain temps, bah il se passe quand même des choses, que ce soit dans les dialogues, dans la construction des personnages ou justement dans certaines zones de la zone en question justement. Oui, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je peux pas trop en dévoiler non plus. Donc clairement, si vous avez apprécié les films précédents, pour moi, vous apprécierez encore plus celui-ci qui réussit à se renouveler justement. Et attention, roulement de tambour, nous entrons désormais dans le top 3 des films de 2024. Nous démarrons donc avec le numéro 3. 3. Vice versa 2. Alors lui, j'aurais pas cru le mettre dans mon top 10. Le premier, je l'avais plutôt apprécié, mais je le mettais pas aussi haut que ce que pouvaient le mettre les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment adoré le premier film. Moi, j'ai trouvé que le concept était complètement sous-exploité. Je trouvais qu'on n'allait pas assez dans la tête justement des différents personnages. Il y avait une scène qui était intéressante où ils étaient à table justement. Tu avais les parents en face à face et la fille sur le côté. Et donc, on voyait ce qui se passait dans la tête de chaque personnage. Ça se répondait. C'était de fait de manière assez intelligente. Et c'était le seul passage avec la toute fin. Mais encore, c'était juste suggéré comme ça. C'était vraiment le passage que je trouvais le plus intéressant. Et là, dans le 2, on pourrait reprocher un petit peu la même chose, je trouve que c'est quand même un petit peu plus exploité, mais à trop peu de moments, on pourrait le faire à d'autres moments. Après, contrairement au premier qui se centrait plus sur les personnages de joie et tristesse, là, tous les personnages principaux du premier film, les personnages principaux qui sont dans la tête de Riley, sont mis à l'honneur de manière plus ou moins équitable, on va dire, plus quelques nouveaux personnages qui vont apparaître, mais pareil, dans les nouveaux personnages, il y en a plus. Allez, on va dire 2 sur, je sais plus combien ils sont, 4 je crois si je dis pas de bêtises. Il y en a vraiment 2 qui sont mis en valeur, dont un vraiment plus. Mais par rapport au scénario, c'est pas illogique vu ce qu'on veut nous raconter. En fait, le film nous montre simplement l'adolescence de Riley, enfin en tout cas le début de son adolescence, on va dire. Et le film va aborder pas mal de choses, à la fois justement comment ça se passe à l'adolescence dans notre tête, que ce soit notre évolution ou justement ce qu'on a mis derrière nous, il y a des passages qui sont assez sympas où ça montre justement des pensées qui ont été un petit peu refoulées, enfin tu vois un petit peu des souvenirs, des trucs qu'on a mis au placard qui ressurgissent et c'est plutôt bien amené. Et pareil, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais tout à l'heure je vous ai parlé d'une scène qui était extrêmement marquante dans Transformers. Il y a une autre scène cette année que j'ai trouvé extrêmement marquante mais qui l'est encore plus, elle est dans Vice Versa 2 justement. C'est marrant d'ailleurs parce que les deux scènes marquantes cette année c'est dans des films d'animation, mais bon bref passons. Et je trouve que cette scène elle est extrêmement parlante mais globalement pour tout le monde, pour tous les adultes. Même si c'est pas forcément une étape qu'on a tous traversée à un moment donné. Moi, par exemple, je me suis pas forcément reconnu dans cette scène, mais j'ai compris ce que potentiellement plein de gens pouvaient ressentir. Alors, j'ai lu plein de commentaires à droite à gauche comme quoi il y a des parents qui avaient beaucoup aimé le film et les enfants, certains enfants un petit peu moins, mais c'est justement, et ils le disaient, et je suis complètement d'accord, parce qu'ils sont un petit peu trop jeunes, et même moi quand j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est une scène, alors attention, je mets des guillemets, hein, c'est une scène assez violente. Et du coup, je peux comprendre que les gamins n'ont pas aimé ce passage et ne l'aient pas forcément compris. Mais ça, ils le comprendront plus tard. Et cette scène, je sais pas quoi vous dire de plus, qu'elle est vraiment ultra marquante. Je pense même qu'elle a fait pleurer plus d'une personne, clairement. Dans tous les cas, je trouve que ce deuxième film est largement supérieur au premier. Alors, j'ai l'impression d'être une des rares personnes à le penser. Mais clairement, j'attendais pas de suite particulièrement au premier. Là, à la fin du 2,
Je veux clairement une suite. Je veux voir comment ça va évoluer avec les nouvelles émotions, quitte à en rajouter éventuellement. Alors, je sais pas si c'est utile d'en rajouter encore, étant donné que même les nouvelles du deuxième film, elles ont pas toutes été traitées. Mais clairement, si il continue à augmenter les interactions entre les différents cerveaux, les différentes émotions, et qu'en plus de ça, il traite plus profondément les émotions déjà présentes dans la tête de Riley, mais je signe tout de suite, clairement. Donc c'est à la fois pour les petits et pour les grands, même si les petits ne comprendront pas tout de suite. Et nous terminons cette vidéo avec mes 2 films préférés de cette année 2024. Alors je ne vous cache pas que toute l'année, je me suis constamment posé la question, est-ce qu'il est en 1, est-ce qu'il est en 2, machin, machin. Donc je vais le faire comme s'ils étaient tous les 2 premiers, d'autant plus que ce sont 2 films dont j'ai déjà parlé. 1, 2, 2, 1, je sais pas comment départager. The 1, 2, Iron Claw 2, et 1, je sais Pauvre pas créature. Comme je viens de vous le dire à l'instant, ce sont 2 films dont j'ai déjà parlé et ce sont même les 2 seuls films dont j'ai fait une vidéo individuelle pour en faire une critique justement. Ce sont des films qui m'ont tous les 2 marqué cette année, ça parle pas du tout de la même chose. Les 2 sont quand même des drames, mais il y a plein de choses à en dire. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous remettrai les liens pour accéder justement aux 2 vidéos critiques en question. Il me semble que celle de Pauvre créature, elle dure une quinzaine de minutes si je dis pas de bêtises, une dizaine pour The Iron Claw, ça doit être quelque chose comme ça. Mais franchement, ce sont 2 films à voir. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, il me semble que j'ai déjà tout dit dans les vidéos. Alors si, il me semble que Pauvre créature, je crois que je l'avais dit également dans ma vidéo, c'est pas un film qui va forcément parler à tout le monde. Je pense que entre les deux, ce serait plus The Iron Claw qui toucherait un plus grand public. Malheureusement, alors ça c'est vrai que je sais plus si j'en ai parlé, non, parce que j'ai dû faire la critique à peu près au moment où il est sorti. C'est un film qui a complètement bidé au box-office et c'est vraiment dommage parce que non seulement c'est une histoire vraie, qui en plus a été allégé par rapport à l'histoire d'origine. Quand tu vois déjà ce qui se passe dans le film, c'est pas très joyeux, mais quand tu sais ce qui s'est vraiment passé, tu fais bon bah en fait ils ont bien fait d'alléger. Donc mais ça s'adresse plus à un public large, je pense. Pauvre créature, il y a quelques trucs dedans qui pourraient un petit peu déranger le spectateur. Mais encore une fois, je vous invite à vous retourner vers les vidéos critiques en question pour avoir plus de détails dessus. Dans tous les cas, pareil, les acteurs sont sublimes dans leur rôle, que ce soit Zac Efron dans le film The Iron Claw ou Emma Stone qui n'a pas démérité pour son Oscar dans Pauvre créature. Je ne digère toujours pas le fait que Zac Efron n'ait pas été nommé pour le meilleur acteur. Donc voilà, plutôt que de les départager, je les mets tous les deux aux places numéro 1 et numéro 2, voilà. Un coup ça va être dans un sens, un coup ça va être dans l'autre sens, ce sont dans tous les cas mes 2 films préférés de cette année. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon top 10 et si on a des films en commun ou s'il y en a justement que vous ne mettriez pas du tout dans un top 10. Encore une fois, moi je suis totalement ouvert à la discussion, hein. Débattre sur des films, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours, pourquoi pas même à me mettre votre top 10 en commentaire, je suis totalement preneur. Mais avant cela, il faudra que je vous parle de mon flop 10 des films de 2024, ce sera dans la prochaine vidéo, à moins qu'il y ait une autre session de l'actu des mouches entre temps, je verrai si je mets les tops et les flops la même semaine ou pas. Et justement, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus comme d'habitude qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée et ou une excellente nuit, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.